Bonjour à tous. Avant de corriger les exercices que je vous avais donnés pour lundi, je vais faire un petit rappel sur le chapitre que l'on est en train d'étudier, c'est-à-dire le chapitre 8, quantité de matière, notamment pour ceux qui n'étaient déjà pas là jeudi. Alors, la quantité de matière, c'est une notion qui est utilisée par les chimistes. On va voir quel est l'intérêt d'utiliser cette notion. Cette notion-là se base par rapport à ce qu'on appelle des espèces chimiques. Donc on a vu qu'une espèce chimique s'était constituée d'un nombre très élevé d'entités chimiques identiques. Alors en général, le chimiste, il aime déterminer des grandeurs et notamment il aime déterminer la masse des espèces chimiques. Donc si on veut déterminer la masse d'une espèce chimique, forcément il faut connaître la masse des entités chimiques qui la constituent. Alors dans les entités chimiques, qu'est-ce qu'on entend? On entend déjà par un atome. Ça peut être un atome effectivement. Donc si on cherche la masse d'une entité chimique, on cherchera par exemple la masse d'un atome. Un atome est constitué d'un noyau et d'électrons. On a vu précédemment que les électrons avaient une masse négligeable, si bien que la masse d'un atome correspond pratiquement à la masse de son noyau. Dans les entités chimiques, on a vu aussi qu'il y avait des molécules. Donc si on détermine la masse d'une molécule, eh bien, il va falloir prendre en compte les atomes qui constituent cette molécule. Et pour calculer la masse de la molécule, il faudra prendre ensuite simplement la somme des masses des atomes qui la constituent. Par exemple, la molécule de méthane a pour formule CH4. Ça veut dire qu'il y a un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. La masse de la molécule sera tout simplement la masse de l'atome de carbone plus 4 fois la masse de l'atome d'hydrogène. Si on cherche maintenant à déterminer la masse d'un ion, eh bien, dans le cas le plus général, notamment si c'est un ion polyatomique, on prendra aussi la somme des masses des atomes qui constituent cet ion. Par exemple, l'ion sulfate a pour formule SO4 2-. Pour avoir la masse de cet ion, on prendra la masse de l'atome de soufre plus 4 fois la masse de l'atome d'oxygène. Le chimiste, maintenant, aime déterminer la masse d'un échantillon par mesure pour pouvoir déterminer le nombre d'entités chimiques dans cet échantillon. Donc, à partir des connaissances que l'on vient de voir, eh bien, si on veut déterminer le nombre d'entités chimiques qui est présente dans un échantillon, il va falloir simplement faire le rapport de la masse de l'échantillon sur la masse de l'entité. Donc l'échantillon, par exemple, s'il contient des ions sulfates, pour avoir le nombre d'ions sulfates au total qui est présent dans cet échantillon, il suffira de faire le rapport entre la masse de cet échantillon sur la masse d'un ion sulfate. Attention au niveau des masses, elles doivent s'exprimer dans le même système, c'est-à-dire soit en grammes, soit en kilogrammes, et le nombre d'entités chimiques sera un nombre sans unité. Connaissant le nombre d'entités chimiques présentes dans un échantillon, le chimiste va pouvoir maintenant déterminer ce qu'on appelle la quantité de matière. Dans la vie courante, il y a des choses qu'on ne peut pas compter par unité. Par exemple, dans un supermarché, si on achète des bonbons, c'est rare qu'on achète bonbon par bonbon, on achète plutôt des sachets de bonbons. Dans le domaine du papier, c'est rare également, sauf pour des feuilles particulières, qu'on achète feuille par feuille. En général, si on veut des feuilles pour une imprimante, on achète plutôt par ramette. Eh bien, en chimie, c'est pareil, c'est-à-dire que le chimiste ne va pas compter molécule par molécule ou ion par ion. Il va travailler, il va raisonner surtout sur un nombre global, sur un nombre important qu'on peut appeler lot ou paquet. En général, un chimiste, il ne va pas utiliser la notion de lot, mais il va utiliser un terme beaucoup plus adapté. Ce terme plus adapté est appelé mole. Donc la notion de mole, en fait, il va prendre un paquet et dans ce paquet, le chimiste va fixer 6,02 fois 10 puissance 23
entités chimiques identiques. Alors c'est un nombre phénoménal, hein, parce que on a vu dans l'activité précédente que si on transforme 6,02 fois 10 puissance 23, en fait ça correspond à 602 000 milliards de milliards d'entités chimiques identiques. Alors pourquoi on utilise un nombre aussi important? Tout simplement parce que les atomes, les ions ou les molécules sont des entités extrêmement petites. Donc pour qu'on puisse visualiser quelque chose ou peser quelque chose de concret, il va falloir prendre un nombre très élevé. Donc il a été défini ce chiffre, c'est ce qu'on appelle, vous verrez par la suite, le nombre d'Avogadro. Donc maintenant, on va s'intéresser à la quantité de matière. Donc la quantité de matière, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nombre de paquets, entre guillemets, contenus dans un échantillon. Alors, nous, en général, on ne parle pas de paquets, mais on parle de moles. Donc la quantité de matière, si vous voulez, c'est la même chose que le nombre de moles qui est contenu dans un échantillon. Cette mole, cette quantité de matière, s'exprime dans l'unité mole. On peut définir un lien entre la quantité de matière et puis le nombre d'entités chimiques. Et bien ce lien, tout simplement par une règle de proportionnalité, il peut être défini par le rapport grand N sur 6,02 fois 10 puissance 23. Donc grand N, c'est le nombre total d'entités chimiques qu'il y a dans l'échantillon. Petit n, si vous voulez, c'est le nombre de paquets qui s'exprime en moles. Donc comme dans un paquet, on sait qu'il y a 6,02 fois 10 puissance 23 entités, si on veut déterminer la quantité de matière correspondante, il suffira de diviser le nombre total par le nombre contenu dans une mole.